Salam alaikum, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Quel plaisir de vous retrouver également après un mois de Ramadan où nous avons partagé de très bons moments en votre compagnie dans notre émission Al-Qaada. Là, nous sommes de retour dans cette émission que vous aimez tant tous les dimanches après-midi dans Notre Algérie où il est toujours question de patrimoine, d'identité, à la découverte aussi des Algériens d'ici et d'ailleurs. On va découvrir de très belles choses aujourd'hui. On suit également l'actualité de l'après-Ramadan et aussi on voulait absolument vous faire découvrir des personnes qui sont ici en Algérie depuis quelque temps déjà. Il s'agit de monsieur Anouar Hachman qui est professeur de philosophie, passionné par la destination Algérie. Il est là justement pour nous parler de ce très beau projet qui est Destination Algérie. Donc Anouar, marhaba bik et puis saha aidek et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Anouar Hachman, je suis né en France en 88. Voilà, en 88, c'est ça. Et donc j'ai co-créé depuis quelques temps maintenant Maghreb Expérience, qui est une plateforme d'expérience culturelle et d'e-voyage au Maghreb. Alors on va y revenir dans quelques instants si vous le voulez bien. Donc Maghreb Expérience, il faut savoir aussi que vous-même, avant de créer Maghreb Expérience, vous avez quand même fait beaucoup de choses dans votre existence. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez été passionné par l'Inde et la civilisation. Donc mystique, profonde, philosophique. Vous êtes vous-même prof de philosophie. J'enseigne la philosophie à des étudiants qui sont en terminale. C'est ça. Je ne m'appelle pas complètement prof de philosophie, mais vraiment je donne vraiment... Quand on enseigne la philosophie, on a quand même plus que une idée de la philosophie. Donc vous êtes, si vous enseignez la philosophie, c'est que vous êtes vraiment, j'allais dire presque un initié. Donc je donne beaucoup je donne des cours à des étudiants ici qui sont en terminale de philo. Et donc par rapport à cet épisode indien, en effet, j'ai beaucoup aimé l'Inde et depuis longtemps, vraiment j'ai... Et pourquoi est-ce que vous avez été en Inde? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie d'être en Inde? Je vous disais, vous êtes né en France, vous êtes de Paris, originaire de la région de Val d'Oise, mais en Algérie, vous êtes de la région de Sétif, de Boumerdès. Voilà. Ma mère, elle vient de Boumerdès. Voilà. Vous êtes entre Boumerdès et Sétif. Et qu'est-ce qui a fait que, parisien, vous êtes né en France, vous avez fait vos études là-bas et vous avez pris votre baluchon pour l'Inde, une destination ô combien qui révolutionne l'âme finalement. Notre âme est révolutionnée. Quand on est dans des endroits pareils, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire du shopping en tout cas. Non, pas du tout. En fait, comme je vous ai dit, l'Inde est une civilisation qui m'a beaucoup plu depuis très longtemps. Et j'avais commencé, donc je me suis dit pourquoi pas aller tenter l'aventure. Qu'est-ce qui vous a plu ? Je suis allé la première fois en Inde et ce qui m'a plu, c'est vraiment cette magie, ce côté un peu mystique, cette énergie qu'on ne voit ailleurs, on ne voit vraiment pas ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc je suis resté une première fois, ensuite j'ai continué, donc j'ai décidé de faire un échange universitaire. Et ensuite j'ai travaillé là-bas. Donc vraiment, ce qui m'a plu, c'est vraiment cette richesse culturelle, profondeur culturelle, profondeur historique. Les gens sont vraiment très avenants, très gentils. Il y a aussi une grande différence culturelle à l'intérieur du pays. C'est un continent. Et il y avait ce sentiment de liberté un petit peu. C'est dans le fait de vraiment de se dire, on peut prendre un train, voyager. Et vous voyez, c'est le long train indien. Donc c'est ce que je prenais. Voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vraiment découvrir au maximum ces cultures-là. Et donc, je suis resté là-bas presque 10 ans, où j'ai vraiment voyagé. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans? J'ai travaillé. On veut tout savoir. Ce que vous avez fait. On veut tout savoir. 10 ans en Inde, on se pose des questions. Vous avez travaillé où? Comment vous avez vécu? Dans quelle maison? Comment vous avez vécu dans... Est-ce que c'était des habitations comme on voit dans les films indiens? Ou est-ce que ça a été dans des appartements? Racontez-nous tout. Donc en Inde, j'ai été au début en colocation avec d'autres amis, et ensuite j'ai pris mon appartement. Donc c'était assez facile de trouver un appartement. Moi, vous étiez où, à New Delhi? À New Delhi, ouais. J'étais à New Delhi, ensuite à Mumbai, et ensuite je suis revenu à New Delhi. Et en fait, en Inde, ce qui est intéressant, c'était que j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, dans la pharmacie, et ensuite j'ai créé Visite Maghreb, qui était un DMC, donc une agence de voyage, un tour opérateur qui faisait la promotion de l'Algérie du Maghreb plus généralement en mais Inde. Vous avez eu cette idée vous avez pensé à la destination Algérie en Inde. Ouais, c'est ça.
Ouais. Et c'est en Inde que je suis encore plus tombé amoureux de l'Algérie. Ça me manquait énormément et Oui. en fait, c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à travailler sur la promotion de la Et destination. pendant 10 ans, vous n'êtes pas venu en Algérie? Si, je venais, Ah, d'accord. je Oui. venais souvent. J'avais l'occasion de venir souvent, j'ai eu la chance de venir souvent. Mais vraiment, ça me créait vraiment une envie de parler de l'Algérie, de parler de ce qui s'y passe, de sa culture, de ses cultures purées même. Et donc, on a commencé à faire la promotion sur le territoire indien, en Asie du Sud-Est, à travailler notamment avec l'ambassade qui était présente, que je salue ici, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire aussi. Et donc, vraiment, c'était ça qu'on a fait. Et voilà, petit à petit, plus j'étais en Inde et plus je me tournais vers la culture algérienne, vers la culture maghrébine, et plus j'avais envie vraiment de découvrir davantage. Et c'était peut-être ça qui m'avait poussé aussi à développer la visite Maghreb et à en faire la promotion de cette destination-là. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé en Inde, ça m'a permis vraiment de découvrir les différences qu'il y a, les différentes langues, les différentes cultures, les différentes cuisines, les différentes gastronomies. Et ensuite, j'ai décidé en 2019 voilà, cette envie de rentrer au pays et de venir m'installer en Algérie en 2019. Très bien. Donc, notre expérience au Maghreb, voilà, nous voyons un peu tout ce que vous nous proposez aujourd'hui. On va voir aussi un peu une vidéo que vous avez aussi proposée à notre cher ami pour découvrir un peu plus votre travail, votre passion pour la destination Algérie. Alors vous, votre particularité, c'est que d'abord, cette initiative existe depuis combien de temps? Maghreb Experience a été lancé, donc on a commencé à travailler il y a 1 an, mais on a lancé officiellement au mois de janvier 2021. Donc c'est récent. C'est récent, oui. Et c'est en fonction de la pandémie, de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Absolument, parce qu'au début, on a voulu créer une agence qui permettait, une plateforme agence qui permettait de recevoir les gens. Et progressivement, avec la pandémie, on a commencé à réfléchir à un format nouveau. Et c'était les formats en ligne. Oui. Et aujourd'hui, on est capable de vous faire voyager au Maghreb, en Algérie en particulier, depuis chez vous, Super. à la rencontre des femmes et des Alors, hommes. nous allons voir justement une visite guidée, une visite virtuelle de la Casbah, me dit-on. On va suivre ça ensemble. Tout ce travail que vous avez effectué, on peut découvrir donc la capitale, Alger, la Casbah, le Mahrousa, à travers donc votre travail. Il y a aussi la jeune fille qui était présente, donc elle est architecte. Asma, ouais. Asma, qui est architecte, qui allait donc qui est guide. Qui est guide. Elle fait partie donc pour la visite de la Casbah d'Alger. Donc je vous explique un petit peu le format. Oui. Donc aujourd'hui, on est capable de vous faire visiter la Casbah d'Alger en direct sur Zoom, comme si vous y étiez. Ah, d'accord. Donc vous êtes assis chez vous et vous avez des guides qui sont de l'autre côté. Oui. Donc là, nous travaillons pour la Casbah d'Alger. Ils sont en live, ils sont en live, en direct. D'accord. Et là, c'est avec le collectif Fnarjia, qui est un collectif de jeunes Algérois qui fait un travail extraordinaire de préservation du patrimoine algérien. Il y a Asma et il y a Nazim. Oui. Et donc, c'est nos guides. On travaille aussi avec Lydia Haddeg, qui est une historienne, qui est une chercheuse en histoire de l'art, qui est spécialisée dans l'histoire comparative des histoires maghrébins. Oui. Et en fait, on fait une visite vraiment guidée, comme si vous y étiez, de la Casbah, autour de ses arts, de ses patrimoines, de sa culture. Et tout le travail qu'on essaie de mener, c'est vraiment de faire en sorte que c'est comme si vous y étiez. C'est un mi-chemin entre un documentaire et un voyage. Et c'est en ce sens qu'on a développé vraiment le concept de l'e-voyage.
C'est un des produits que nous proposons sur Maghreb Expérience. Et on est en train de développer aujourd'hui Constantine, Alger, certaines villes du désert algérien, notamment Ardaya, Oran. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens qui sont chez eux de pouvoir visiter un espace, de rencontrer ceux qui animent cet espace comme s'ils y étaient. Et on espère ensuite un jour les recevoir physiquement quand ils pourront. Et donc, comment vous arrivez, en fait, qui filme? On a une équipe. Vous avez une équipe. On a une équipe qui va filmer. Oui. On a une équipe, on va designer, donc on va construire le scénario de l'expérience, vraiment minuté, etc. Et ensuite, les gens arrivent sur Zoom, ils sont accueillis. Et ils sont accueillis avec, par exemple pour la Casbah d'Alger, on va mettre énormément en avant la mer. Et ensuite, ils vont être accueillis par ces guides-là, accompagnés par des animateurs, etc. Et on va vraiment les faire visiter. Et quand par exemple on va se déplacer d'un espace à un autre, on va montrer une vidéo ou bien on va montrer un espace comme ça, il n'y aura pas de coupure. Et l'idée vraiment c'est de pouvoir vraiment construire ce nouveau format de voyage, comme si vous y étiez, vous imaginez. On fait même les Fantasias d'Algérie. Donc maintenant on est capable de travailler, je vous montrerai la vidéo, on est capable de montrer, on travaille avec Ahmed Ryan et avec Amel Delali, qui est une vétérinaire qui est passionnée par le monde du cheval. Et avec eux, ils nous emmènent vraiment à Tiaret, à la découverte des Fantasias d'Algérie. Et l'idée, c'est pareil, c'est d'aller rencontrer cet environnement, découvrir cet univers et de discuter et d'échanger en direct avec celles et ceux qui vraiment animent ces cultures-là. Non, mais ça, c'est vraiment formidable quand on sait qu'il y a également des personnes qui, aujourd'hui, ont envie d'être en Algérie, ils ont cette envie de se retrouver en Algérie, lié au patrimoine, aux traditions, aux coutumes, tout ce lien qui fait que on espère que nos compatriotes, et il y a de fortes chances qu'il y ait cette ouverture et que les Algériens puissent aussi venir retrouver leur terre patrie, et qu'il y ait aussi cette belle initiative que les Algériens puissent revenir en Algérie et retrouver leur famille, les gens qu'ils aiment, et sentir l'odeur de leur terre, et en ces moments ô combien difficiles. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très important et de très positif, puisqu'on y est presque. On y est presque. On a plusieurs types d'expériences. On a des expériences qui sont des visites. On a les expériences musicales. Alors là, excusez-moi, là nous voyons les Fantasias. Les Fantasias. C'est dans quelle région? C'est à Tiaret? C'est à Tiaret. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre la Fantasia comme si vous y étiez. Donc imaginez-vous, si vous êtes sur Zoom, vous êtes assis chez vous, il y a une Fantasia qui a lieu en direct et vous avez des spécialistes de la Fantasia qui vont commenter et avec qui vous allez pouvoir échanger. Bravo, mais c'est super, c'est pratiquement une sorte comme si vous y étiez. C'est presque pratiquement, c'est comme une émission, quoi. Et c'est le mi-chemin entre l'émission et le voyage, parce que vous pouvez discuter avec ceux qui sont en face de vous, ceux qui sont derrière l'écran. On a également les expériences musicales. Par exemple, vous pouvez rencontrer Amin Bounah, que vous connaissez sûrement, qui est un maestro de la musique Melouf constantinoise. Et avec lui, vous passez un moment d'1h30 où vous allez vraiment échanger. Il va vous expliquer un peu l'histoire du Melouf. Vous avez la possibilité de découvrir le Chabi algérois avec Wassim du groupe Djbalirs, qui va, pareil, pendant 1h30, vous expliquer, vous faire voyager dans l'Algérie du Chabi. Donc ça, c'est les expériences musicales. Et nous sommes aussi aujourd'hui capables de faire des cours de cuisine. Donc aujourd'hui, vous êtes chez vous, à Paris, vous allez sur Maghreb Expérience et vous pouvez réserver un cours de cuisine avec, par exemple, Nesrine, avec Chef Sherazade ou avec une quelconque cuisinière ou cuisinier algérien, et avec qui vous allez cuisiner en direct. Donc vous allez pouvoir, par exemple, apprendre à faire ça c'est c'est ce que nous voyons là. C'est l'expérience avec Amin Bounah autour du Malouf. Donc là, les gens étaient chez eux, dans leur maison, et ils ont vécu un moment avec Amin Bounah. Ils ont échangé avec lui, posé des questions. Et c'est très émotionnel parce que ces gens-là, souvent, n'ont pas eu l'occasion de venir en Algérie depuis longtemps. C'est ça. Et donc, le fait qu'ils redécouvrent vraiment cet art, cette musique, c'est très émotif. Les gens qui vivent nos expériences, souvent, sont des gens qui sont extrêmement émus après, parce qu'on va leur donner ce concentré de culture qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps ou qu'ils rêveraient de redécouvrir ou de revisiter. Il y a un grand manque aussi, vraiment un immense manque. Et pour la cuisine, on est capable aujourd'hui vous venez à Taman Rasset, vous avez une cuisinière, et bien si elle est connectée, si elle a de la connexion, nous on est capable d'organiser avec elle une expérience autour de sa gastronomie, et vous à Paris, vous allez pouvoir cuisiner avec elle en interaction, en découvrant ses plats, etc. Donc aujourd'hui, Maghreb Expérience, vraiment l'objectif c'est de mettre en avant toutes les cultures, toutes ces cultures ont leur place, et de leur donner un espace, et aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une rémunération. Parce que les gens payent, et en fait ça permet de contribuer également aux économies et aux cultures locales. Et puis tout travail mérite salaire aussi, une prestation pareille de qualité, c'est tout à fait normal
qu'il y ait aussi donc, une façon de rémunérer aussi tous ces professionnels, parce que vous avez aussi des professionnels du monde de l'audiovisuel qui sont aussi avec vous. Et cette expérience, vous disiez que c'était à partir de l'Inde que vous aviez envie de lancer cette initiative par rapport à la destination Algérie, et que vous aviez vraiment envie de vous initier à faire découvrir l'Algérie au monde entier. Est-ce que vous avez trouvé des similitudes avec l'Algérie et l'Inde dans certaines traditions? Ou est-ce que le fait que l'Algérie vous manque tant que ça et que vous vous êtes dit finalement nous avons un très très beau pays, c'est quand on s'éloigne de notre chère Algérie qu'on découvre vraiment toutes ses valeurs, toutes ses qualités. Quand on voit aujourd'hui tous les témoignages que nous avons de nos compatriotes qui sont très loin et qui donneraient cher pour entrer, et l'amour qu'ils ont pour l'Algérie, c'est un peu ça? Déjà, c'est un parcours personnel dans le sens où on a envie de se redécouvrir soi. On a envie de revenir. Et souvent, même quand on est en France, on ne connaît pas très bien la culture algérienne, les cultures algériennes. Donc on a envie de, à part quand on va dans notre famille, on revient ensuite, on ne connaît pas très bien. Souvent, c'est vraiment la petite région du village aussi. C'est-à-dire les grandes villes, souvent c'est de l'aéroport au village. Donc la découverte de la capitale d'Alger, par exemple, et c'est vrai qu'elle est très peu connue parce que la plupart vont, que ce soit des gens de la Kabylie, ils vont donc dans leur région, Kabylie, dans toutes les régions, c'est-à-dire que la capitale est peu connue par la jeune génération d'Algériens qui vivent à l'étranger. En effet, on connaît très peu, parce que déjà même les Algériens aujourd'hui sont en train de redécouvrir massivement. Et donc nous aussi pareil, c'est la première chose. Donc ce que j'ai fait moi, c'était c'était vraiment de pouvoir moi-même redécouvrir et pouvoir en fait faire découvrir en même temps que je redécouvre. Concernant les similitudes avec l'Inde, oui, il y a énormément de similitudes dans les motifs, dans les sonorités, dans certaines épices qu'on utilise, dans les cultures. Absolument. Il y a beaucoup de similitudes. Même dans le rôle de la famille, l'importance de la famille. Puis nous avons pas mal de choses que nous partageons, telles que l'encens, le henna, le henni, le tatouage. Il y a beaucoup de ressemblances. Et on est, il y a aussi la famille qui est hyper importante. Le sens de la famille, oui. Et aussi, il y a beaucoup de musulmans en Inde. Il y a plus de 200 millions de musulmans aujourd'hui. Il y a aussi une certaine similitude qu'on remarque, notamment aussi dans certaines formes que vous pouvez voir dans certains immeubles bâtisses moghols. Vous allez voir vraiment comme des églises un petit peu. Il y a vraiment énormément de similitudes et c'est ça qui fait aussi de la richesse un petit peu. Alors restez parmi nous, chers amis, puisqu'on va aller aussi, on va découvrir aussi une visite d'une zaouia, la Rahmaniya, qui est très connue. La zaouia Rahmaniya, c'est à Médéa. Cette fois-ci, le mausolée de la zaouia Rahmaniya à Médéa, où est enterré Fatma Sommer. D'accord. Au sommet d'une colline, exposée aux horizons ouverts, juste à côté d'une petite école, existe une zaouia. Et puis, un tombeau et une épitaphe. Sur l'épitaphe, on peut lire « Lalla Fatma Sommer » et on comprend que c'est ici que cette héroïne a passé ses dernières années. وراكم في منطقة كانت في القديم كانت عبارة عن زاوية للشيخ سيدي علي بن محمد كانت تابعة للطريقة الرحمانية. Cette zaouia fait partie de la tariqa rahmaniya. Peut-être que c'est pour cette raison que Fatma Sommer l'a choisi pour y vivre. Son papa faisait partie de cette tariqa. La commune de l'Issaouia porte le nom de Thurthatin dans l'ancien temps. On l'a baptisé l'Issaouia pour honorer un shahid, Issa Diab. اسمها مازيغي وبعد الاستقلال سموها العيسوية تكريما لأحد شهداء الثورة التحريرية يعني المدعو عيسى دياب. Autour d'un olivier de foi centenaire, plusieurs pièces retracent le parcours glorieux de la Fatma Sommer. On la retrouve dans la première chambre, en famille, entourée d'anciens ustensiles. On peut la voir aussi avec Boubarla, ou alors dans une pièce où elle s'isolait pour méditer et prier. Et puis, une dernière pièce, là où elle rendit l'âme. الزوار يأتون إلى هذا المتحف باستمرار
Le musée intéresse les étudiants. Ils sont nombreux à venir le visiter. Des écoliers viennent aussi. Malheureusement, actuellement, il n'est sous la tutelle d'aucune autorité, ni celle de la PC, ni celle de la direction de la culture. Un site dont la valeur historique nécessite beaucoup plus d'attention. Et même si les restes de Fathma Soumer ont été transférés au cimetière d'Al-Alia, la commune de l'Aïsaouia plongera son visiteur dans une atmosphère nostalgique. Il ira à la rencontre de la Fathma Soumer, comme si elle y était encore. Voilà, donc c'est toute une belle histoire autour de Fathma Soumer, Médéa, la Zawiya Rahmaniya. Nous savons bien entendu que la dépouille mortelle de Fathma Soumer se trouve à Al-Alia, c'est clair, mais il y a aussi toute cette histoire qui tourne autour de Fathma Soumer dans la ville de Médéa, où elle a aussi vécu, elle a été très très présente dans cette belle région d'Algérie. C'est pour dire que nous voyageons dans notre Algérie, on peut être de l'Est et décéder à l'Ouest, et réciproquement. Et c'est ce qui a fait aussi de notre glorieuse guerre de libération nationale, cette véritable épopée par rapport à toutes ces grandes personnalités. Et ça, c'est vraiment important. Et on revient à vous, justement, à ce projet, donc autour du Maghreb et de la découverte surtout de l'Algérie, destination Algérie, en Inde. Est-ce qu'il y a eu un engouement? Est-ce qu'il y a eu un intérêt? Alors, c'est très intéressant. On a tous les atouts et les gens découvrent. Donc dès qu'ils découvrent, ils y vont. En fait, ils se disent mais attendez, mais on ne savait pas. En fait, c'est comme si les gens découvraient. Et nous, on a vraiment participé à ça. C'est vraiment à faire découvrir la destination Algérie, parce qu'en fait, les gens ne connaissaient pas très bien. En fait. Oui. Et nous, vraiment, il y a eu chaque fois qu'on parlait à des agences de voyage, à des voyageurs, on leur disait mais il y a ce pays comme l'Algérie. Alors après avoir posé vraiment toutes les questions pratiques, ils venaient parce que il n'y a aucune difficulté pour venir en Algérie, pardon. Et il y a vraiment un espace extraordinaire, une culture extraordinaire Alors, justement, quand on parle de patrimoine et de culture, j'étais ravie de faire votre connaissance par le biais de notre amie Faiza Antri-Bouzard, que l'on salue cet après-midi, qui fait un travail formidable en matière de préservation du patrimoine, de l'histoire de l'Algérie, de l'identité. Et à travers votre travail, parce qu'elle tenait absolument à ce que vous présentiez votre travail et l'intérêt que vous portez aussi pour la destination Algérie, et cette façon assez moderne aujourd'hui de présenter la destination Algérie facilement, coûtant moins cher. Oui. Et avec beaucoup de facilité, grâce à son smartphone, on peut visiter Alger, par exemple, comme tout à l'heure, ce qu'on avait vu. On rencontrer un artiste. On rencontrer un artiste, découvrir les œuvres, des toiles d'un artiste, en étant chez soi. Ouais. Et même, par exemple, on travaille avec Mejda, qui est une artiste algéroise, peintre, et pendant 3 heures, un dimanche après-midi, vous pouvez apprendre à travailler les kouas algérois en peinture. Oui. Et vous êtes chez vous, vous pouvez le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de casser les frontières, de dépasser cela, et de permettre vraiment la rencontre. Parce que le plus important, c'est la rencontre. D'ailleurs, nous, tous ces personnes-là, on les appelle les Maghreb Makers. Donc, c'est ceux qui font le Maghreb, ceux qui font l'Algérie. Et vraiment, l'idée, c'est de dire, mais tous ces gens-là, ce sont eux qui font la culture algérienne. Et je voudrais ajouter un point, parce que par rapport au regard que nous-mêmes, qui sommes nés en France, ont par rapport à l'Algérie, avec Maghreb Expérience, notre objectif, c'est aussi d'ajouter un regard contemporain. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là aujourd'hui. C'est pas passé. C'est contemporain. Par exemple, on travaille aussi avec... Vous n'êtes pas dans la nostalgie. On n'est pas dans la nostalgie. C'est ça. Et c'est pas juste et c'est pas le motifs, regard des parents et des grands-parents par rapport au bled, entre guillemets. C'est pas le bled, exactement. C'est par exemple, c'est de l'art moderne, c'est de l'art contemporain. C'est des artistes qui sont là, qui font des graffitis, par exemple. Par exemple, Reda Khouesh, vous connaissez, fait un très beau travail où il passe de la calligraphie au graffiti. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est influencé par le monde entier, parce qu'il est ouvert au monde, etc. Et donc, pareil Faiza Antri-Bouzard fait un extraordinaire travail où elle essaye aussi de revisiter, de moderniser, de mettre en avant l'Algérie contemporaine. Et notre but, c'est aussi ça, c'est vraiment de dire aux gens que ces gens-là, aujourd'hui, existent,
ils vivent, ils font vivre le patrimoine. Et c'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est l'Algérie d'aujourd'hui, on n'est pas dans la nostalgie ou penser l'Algérie d'avant, comme la Casbah que vous filmez, c'est la Casbah d'aujourd'hui. C'est la Casbah d'aujourd'hui. Mais on y apporte quand même une dimension qui est décoloniale, indispensable, où on explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, et où sont les cultures, etc. On donne toute une explication, c'est hyper important de montrer aux gens cette Casbah, quelle est son histoire. Et on le fait à travers des jeunes qui ont 20 ans, qui sont passionnés. Je resalue ici Nazim et Asma, qui sont passionnés et qui partagent une émotion extraordinaire. Parce qu'on voit qu'ils aiment ce territoire, on voit qu'ils aiment ce patrimoine. Et en plus, aujourd'hui, la Casbah est très, très animée. Bien sûr, tous les samedis, beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, pendant ce Ramadan, il y a eu beaucoup d'événements, de sports, de qadet, etc. à la Casbah d'Alger. Et c'est très bien, vraiment. Et les samedis, c'est full, comme vous le dites si bien. Parce qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup de visites guidées de la Casbah d'Alger. Et imaginez-vous dans toute l'Algérie, tous ces espaces, Ghardaya, Janet, partout, même toutes les régions d'Algérie. Et la chose qui est importante chez nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est de, quand vous visitez avec celles et ceux qui font vivre cette culture, les véritables acteurs. C'est eux les acteurs, c'est eux les ambassadeurs Bien de sûr. cette culture. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant ça, parce qu'on laisse ces gens-là qui animent cette culture parler. Et donc nous, on leur crée l'espace de parole, l'espace de dialogue, et ensuite on les laisse créer cette expérience. Et en ce sens qu'on n'a pas trouvé meilleur mot que le mot expérience. C'est vraiment une expérience, c'est un moment qu'on vit. Et on essaie vraiment, et donc nous on a Alors quels sont vos projets? S'il y a ouverture des frontières, si nous avons l'arrivée de nos compatriotes, mais pas que, même des personnes étrangères qui souhaiteraient venir en Algérie, votre programme va se faire comment? Donc nous, notre programme, on va toujours garder des expériences en ligne, parce que c'est important, et on développe les expériences sur place. Par exemple, vous passez une journée avec un musicien, Amin Bounar par exemple, visiter la Constantine en présence d'un musicien Malouf. Il va vous emmener dans tous ces endroits qui sont musicaux en fait, et ça devient une balade avec deux ailes qui ont influencé sa musique. Pareil, visiter Alger avec un artiste calligraphe, visiter Ghardaya avec un artisan. Et donc l'objectif, c'est encore une fois, c'est de faire en sorte que cette rencontre se concrétise maintenant physiquement, et c'est un peu ça que... Nous voyons ces photos. Ça, ce sont les créateurs d'expériences. Très bien. On a développé plusieurs. C'est-à-dire des créateurs d'expérience, dites-nous un peu. Un créateur d'expérience, c'est Maghreb Maker, cet individu que vous allez rencontrer et qui va organiser avec nous cette expérience. Très bien. Vous allez accompagner Mbounar, vous avez Cheikh Shahrazad, vous avez Nazim, vous avez Lydia Haddak, vous avez Karim. Et en fait, on est en train de créer une communauté aujourd'hui d'ambassadeurs de la culture du Maghreb. Et toutes ces personnes-là vont vous accompagner lors de votre découverte d'Alger, de Constantine, de Ghardaya, etc. C'est un peu ça. Et nous, notre projet, c'est de continuer comme ça, de promouvoir vraiment l'Algérie de Maghreb comme une destination écotouristique par excellence, et surtout de faire en sorte qu'on connaisse mieux, qu'on rencontre davantage de gens et qu'on casse un petit peu ces frontières. C'est un peu ça qu'on a envie. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, d'avoir eu donc notre cher ami Anouar Hachman parmi nous dans notre émission, notre Algérie, faire découvrir ce fabuleux travail. Merci. Et j'espère que, je le disais encore une fois, si on arrive aussi à recevoir aussi nos compatriotes et pas que, dans des moments pareils, ce serait aussi de très très belles rencontres qui vont se faire. Mais en tout cas, on a réussi à faire en sorte que nos compatriotes qui sont en France aient pu découvrir et pour continuer à garder un lien avec l'Algérie. Et je pense que votre initiative restera et se perfectionnera, parce qu'il y aura toujours des personnes qui ne pourront pas venir en Algérie et qui découvriront aussi, même pour les enfants. Ça pourrait être un moyen didactique de découvrir l'Algérie pour cette jeune génération d'Algériens à l'étranger, qu'ils soient en France ou au Canada ou ailleurs, pour mieux découvrir l'Algérie, ce genre d'initiative, voilà. Merci encore. Merci à vous. Merci. Passer un bonjour à ma famille Hachman et Gessab, et vous remercier encore une fois et souhaite à tous les Algériens et à toutes les personnes un Saha comme en tout cas. Et vous suivez nos émissions sur Canal Algérie? Depuis tout petit. D'accord. Ce que je disais à Faïza, j'étais très heureux de vous rencontrer, parce qu'on fait partie de cette génération qui regardait vos émissions depuis très très longtemps, on découvrait un peu l'Algérie vraiment avec vous, c'est ça? Eh bien, on va encore découvrir encore et encore. Il y a tellement de choses à faire dans notre pays. Il y a beaucoup de belles choses à faire découvrir à tous nos amis qui nous suivent. En tous les cas, merci beaucoup. Merci infiniment. On va se séparer avec une belle chanson de l'Hadj Mnowar. Vous avez été aussi nombreux à nous la demander.
et on se retrouve juste après avec d'autres invités.
Retour mes amis après cette très belle chanson de l'Hajj Mnowar. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches après-midi. Nous sommes de retour dans notre émission Notre Algérie. Vous êtes très nombreux à nous suivre et cela nous fait vraiment chaud au cœur. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui participent, on l'espère, à la réussite de cette émission, que ce soit en matière de vêtements. Je remercie Soraya Khaled, donc styliste modéliste, créatrice de mode. Je porte une de ses tenues et c'est une femme qui fait de très très belles choses, à qui on souhaite une très très bonne fête de l'Eid, Eid al-Fitr. Et puis également la pâtisserie Boubker de la rue Didouche Mourad, que l'on salue aussi pour ses pâtisseries pendant cette période également. Donc toutes ces bonnes choses. C'est signé la pâtisserie Boubker de la rue des Douches Mourad, du côté du Sacré-Cœur plus particulièrement, et Madame Soraya Khaled que l'on salue pour la tenue que je porte aujourd'hui. Et avec nous, Emel Bouguelha, c'est ça, qui est parmi nous. C'est un plaisir. Sahaïd Kamel. Oui, merci Sahaïd également. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de te voir déjà à la télé et maintenant aujourd'hui, c'est en vrai, c'est tout à mon honneur. Voilà, c'est un plaisir. Alors, Emel Bouguelha, vous êtes donc kinésithérapeute, oui, c'est bien ça. De formation. Oui. Vous intéressez beaucoup au corps, au bien-être de l'humain. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que vous êtes aussi dans beaucoup de fitness, beaucoup de remise en forme. Vous conseillez aussi les hommes et les femmes à bien manger, à bien dormir, à se détendre. Que doit-on consommer après un mois de Ramadan où il y a eu beaucoup d'écarts, c'est certain, en matière de sucreries, de gras, de manque de sommeil aussi. Tout à fait. Oui. Alors, il faut savoir aussi, pour revenir à vous aussi, avant de vous laisser la parole, vous êtes aussi une personne brillante. Je disais, vous avez fait l'école paramédicale. Vous avez été en Belgique en formation. Avec l'école d'Etma. Oui. En fait, c'est une école qui est présente à Alger, plutôt à Sétif, en Algérie, oui. Et aussi, ils ont tout un département à Bruxelles. D'accord. Justement, j'ai commencé mes études à l'école Parnay. J'ai fait mes 3 ans de licence en kinésithérapie. Après, je me suis spécialisée en kinésithérapie de sport, oui. Au Centre national de médecine de sport. Oui. Et j'ai eu la chance de commencer mon travail avec, on peut dire, c'est une réalité, la meilleure fédération en Algérie, la Fédération algérienne de football. Et c'était toute une chance pour moi. Ça m'a ouvert des portes, j'ai pu découvrir le monde du sport et j'ai adoré. Et depuis, pour répondre à cette question, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Emel, pourquoi tu as choisi le sport ?» Finalement, c'est le sport qui m'a choisi. Oui. Parce qu'à la base, moi, je voulais la kiné respiratoire. Et j'ouvre une parenthèse, la kiné, c'est plusieurs choses. C'est pas vraiment tout, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont des fractures, oui, ou des problèmes vraiment articulaires, etc. Oui. Maintenant, la kinésithérapie, aujourd'hui, ça touche à toutes les spécialités de médecine, comme le bien-être et la remise en forme, oui. Comme la neurologie, comme le respiratoire, le sport, etc. Et du coup, moi, je me suis intéressée au sport. Et je fais toujours des études, je m'auto-forme, c'est oui. Des formations continues pour pouvoir progresser, parce que ça reste une formation que j'aime beaucoup. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, le bien-être, un bon sommeil. Je vous disais, après Ramadan, on a beaucoup veillé, on a pris beaucoup de café, beaucoup de thé. Ça a été des moments beaux. On a aussi l'alimentation de Ramadan, il faut le dire. Même si on fait très attention, il y a toujours des écarts. Que ce soit manger 30 jours de bourek, 30 jours de shorba. Certains ne prennent que la shorba rouge pendant tout le mois de Ramadan. Donc c'est quand même très lourd pendant 30 jours. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut passer à une certaine diète, pas une diète sévère, hein, mais que l'on puisse aussi faire attention à son corps et à son organisme. Très bien. Alors parlons de nutrition. Moi, je suis pas à la base, je suis pas de formation nutritionniste, oui. Mais j'ai fait quand même dans ma formation de kinésithérapie, nous avons fait 6 mois de nutrition, et ça reste quand même un module assez important dans notre cursus de formation. Pour le mois de Ramadan, en fait, on opte pour une certaine, c'est comme une détox pour le corps, oui. Qu'on est obligé de faire pour des raisons plutôt religion qu'autre chose. Et le problème qui se pose avec les Algériens, c'est qu'on passe par, juste après Ramadan, c'est l'Aïd.
Donc on fait comme un choc pour notre corps, avec les sucreries, etc. Et parfois, ça ne dure pas qu'une journée ou deux. Ça dure encore une semaine, etc. Et il y a des études, il y a beaucoup de personnes, je ne suis pas sûre de l'information, mais il y a beaucoup d'études qui disent que pour récupérer, il faut 1 mois. Pour le mois de Ramadan, tout ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan comme comportement alimentaire, pour pouvoir le récupérer, il faut encore 1 mois. Donc moi, je parle d'une manière subjective et ce que je dis à tout le monde, parce que ce qui manque en Algérie, et je parle vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est que on prend vraiment le problème d'une manière isolée, alors que tout problème ou tout comportement dans notre vie, c'est un comportement qui concerne plusieurs détails, c'est-à-dire c'est un travail pluridisciplinaire. Par exemple, si on a un souci côté comportement alimentaire, on ne va pas juste uniquement se concentrer sur le côté alimentation. On va voir pourquoi on ne mange pas sain. Est-ce que c'est notre entourage? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème d'éducation? C'est plusieurs facteurs qui rentrent, qu'on doit prendre en considération. Maintenant, pour la reprise alimentaire, pour les personnes qui ne sont pas en diète, qui ne sont pas pathologiques, c'est-à-dire ils n'ont pas une maladie particulière, vraiment, il faut déjà respecter les 3 repas de la journée. Il y a des personnes qui ne mangent pas 3 repas par jour, qui mangent espacés. Après ça dépend de l'objectif de la personne. Mais c'est clair, l'alimentation, ce qui n'est pas bien, on le sait, ce qui est bien, on le sait. Il n'y a pas un aliment qui fait grossir, c'est tout un rapport calorique. Si on mange au-delà de ce que notre corps demande, on va stocker automatiquement. C'est normal qu'on passe par une période après le Ramadan de frustration, on peut dire ça comme ça, qu'on mange n'importe quoi, mais il faut respecter, il faut être logique, c'est-à-dire quand moi je prends cette assiette, que je regarde cette assiette, avant de la mettre dans ma bouche, je vais quand même la regarder, est-ce que c'est sain pour ma santé, est-ce que c'est bien ou pas. Voilà, donc il ne faut pas vraiment suivre... Là, il y a une prise de conscience. Exactement. Une prise de conscience. Il ne faut pas vraiment manger n'importe... Il ne faut pas vraiment suivre nos désirs ou juste aller... justement, et il y a beaucoup de femmes, je sais que beaucoup de femmes qui sont en train de regarder, voire des hommes qui sont en train de regarder l'émission. Quand on mange et qu'on abuse, après, il y a comme une sensation de regret. On se dit... Mais j'aurais pas dû. On culpabilise, mais tellement, on se dit, c'est pas possible. J'ai mangé ça pour... finalement, ça vaut pas la peine. Pourquoi j'ai mangé autant? Après, on a des balles, surtout le sucre. Il y a des personnes qui ont des douleurs au niveau des migraines, des vomissements, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, enfin, ils ont passé, surtout les personnes qui ne mangent pas des sucreries, parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup de sucre, et même la quantité, elle est beaucoup diminuée parce qu'on n'a pas vraiment un timing, c'est-à-dire long, la soirée d'Yenna. Du coup, les personnes, ils diminuent automatiquement le sucre. Et là, quand on donne un coup un pic glycémique pour le corps, pour notre corps, ce qui se passe, c'est qu'on a des nausées, on est fatigué. C'est vrai que juste après avoir mangé du sucre, c'est une sensation euphorique. Voilà. Après, juste après, on est fatigué, on est épuisé, on ne veut pas trop bouger, on a des douleurs au niveau des trapèzes, de la tête, etc., etc. Et ça, il faut faire attention. Parce que le sucre, il faut savoir que le sucre, il est plus addictif que la cocaïne. Il y a des études qui disent qu'on devient plus addict au sucre, ça nous absorbe en fait. Mais moi, ce que je peux conseiller les gens, c'est vraiment d'aller doucement, alaikum, à votre santé. Et ça reste un état d'esprit, ça reste un comportement. Il faut d'abord privilégier en cette période, on va aller dans le concret. Vous privilégiez actuellement des légumes, des fruits, une façon de consommer. Alors, parce que pendant Ramadan, il y a eu très peu de légumes, des fruits, surtout de la viande. Il y a eu beaucoup de viande, il y a eu beaucoup de viande blanche, rouge. C'est vrai, beaucoup de tomates, à base de tomates. Donc vous privilégiez une alimentation plus saine, moins grasse. Écoutez, bon, tout ce qui est alimentation, c'est clair que tout ce qui est sain, c'est bon pour notre santé. Mais moi, je parle de ma propre expérience ou je parle de mes convictions. Il n'y a pas un aliment mieux qu'un autre. La viande, elle n'est pas mieux que les légumes, elle n'est pas mieux que les fruits. C'est des aliments qui sont indispensables pour notre corps.
Ce qui est bien, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire surtout, là où il faut faire attention, c'est surtout la quantité et oui, la qualité. La qualité, c'est-à-dire au lieu de prendre des tomates conserve, il vaut mieux tout ce qui est naturel, tout ce qui est frais, etc. Oui. Maintenant, la quantité. Moi, je vous dis pas d'aller faire 500 grammes de... Sauf pour tout ce qui est personnes malades et tout, ça reste à part. Oui. Mais toute personne, عينك ميزانك, comme on dit chez nous, عينك ميزانك, c'est-à-dire on voit si j'ai l'habitude de manger un bol de fruits, vraiment 2 ou 3 fruits par jour, je vois que c'est beaucoup, bah, je diminue. Aujourd'hui, je mange une pomme, demain, je mange une banane, et après, etc. Maintenant, si je vois que je mange beaucoup de viande et que c'est pas bon, parce que tout excès, c'est pas bon, oui. Bah, je diminue la quantité, tout simplement. C'est surtout la quantité qui prime, parce que nous, dans notre Algérie, il faut savoir qu'en Algérie, on n'a pas beaucoup de choix côté alimentation. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de tout ce qui est... tout ce qui est jus, tout ce qui est alimentation transformée, etc. On va plus ou moins vers tout ce qui est frais, parce que c'est ce qui est sur le marché. Oui. Donc, je pense que le problème de tout Algérien, c'est la quantité plus que la qualité. Voilà, privilégier tout ce qui est naturel. Ça reste toujours bon pour notre santé, parce que le corps a besoin de vitamines, etc. Mais il ne faut pas vraiment aller dans... Et du sport, faire du sport. Ah oui. Alors, le sport, je suis là pour corriger certaines idées reçues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent manger sainement pour perdre du poids. Ils ne se rendent pas compte que manger sain, c'est surtout pour sa santé, et physique, et morale, et spirituelle, et tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut vraiment se rendre compte que l'alimentation saine, ça joue surtout, c'est pas juste le physique. Maintenant, si on veut se concentrer sur le physique, et qu'on veut vraiment perdre, parce que oui, si on a un excès de poids, ça veut dire que c'est pas bon pour notre santé. Le sport, ça aide, mais ça aide pas seul. Il faut manger sain. Le sport, c'est beaucoup plus pour notre santé morale, surtout pour notre état d'esprit. On est bien quand on fait de sport, n'est-ce pas, Linda? C'est qu'on est vraiment dans notre bien, beaucoup plus physique et moral. Et le sport, oui, je conseille toute personne de faire du sport. L'ennemi de l'être humain, l'ennemi du corps, c'est la sédentarité. C'est de là où ça commence tous les problèmes de santé, c'est quand on est sédentaire. Et le sport, je tiens à préciser que ce n'est pas juste quelques minutes ou quelques heures en salle de sport. Le sport, c'est tous les jours, c'est une activité. Le fait de marcher, c'est une activité. Le fait de danser à la maison, c'est une activité. Le fait de faire shrol, c'est-à-dire le ménage, etc., c'est une activité. Donc, il faut bouger. Le sport, c'est pas aller de faire du fitness et de la musculation, etc., parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Maintenant, si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. Ce matin, par exemple, j'ai eu une discussion avec ma collègue. On parlait de la brosse électrique, brosse à dents électrique. Et ma collègue, elle a un comportement vraiment, elle est très très saine, elle est très healthy dans sa vie. Elle me dit, Amel, moi quand je me brosse les dents, je fais des squats. Je descends et je monte parce que la brosse, elle est électrique, donc c'est à 2 minutes. J'ai fait ça, aujourd'hui je me suis réveillée avec des courbatures. Et imaginez si vous faites ça tous les jours, parce qu'on se brosse automatiquement, c'est une activité. Donc il faut vraiment avoir un mode de vie sain. Et il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent commencer un mode de vie sain, soit ils font tout sain, soit ils lâchent tout et ils font rien du tout. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça fasse partie de notre vie au quotidien. Progressivement. Et que ça fasse partie de notre vie au quotidien. Tout à fait. Et ça, c'est très, très important. En tous les cas, c'était un plaisir, Amel. Merci. Amel Bougelaa, c'est ça, de vous avoir reçu dans notre émission. C'était une façon pour nous de vous avoir parmi nous, de présenter également des personnes aussi intéressantes et aussi belles et dynamiques que nous avons chez nous en Algérie et qui savent aussi parler de choses très, très importantes, comme vous savez le faire. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir, encore une fois, Saha Aïdek. Et j'espère vous retrouver une autre fois pour d'autres conseils. Oui, pourquoi pas. Voilà, le sport, on en a parlé. Être toujours très, très dynamique, même à la maison. Ne pas s'arrêter, ne pas être flasque, c'est-à-dire allongé sur un lit ou passer toute sa journée avec son smartphone face à la télé. Ça aussi, c'est pas bon du tout. Ça, c'est connu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Tony. Et quant à nous, on va vous laisser apprécier aussi. Vous avez été nombreux à nous demander Nora. On salue Kamel Hamadi et leur fille Majda, s'ils nous suivent cet après-midi.
Voilà, c'était la regrettée Nora que l'on vous a proposé aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Vous êtes en direct de Canal Algérie. Marhaba bikoum ya l'hbab. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous en cet après-midi pour partager, je l'espère, un bon moment avec nos invités. Le plateau que nous allons vous proposer, ils sont professeurs à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, spécialistes en calligraphie. Nous allons les découvrir vraiment aujourd'hui. C'est un plaisir de les avoir parmi nous. Actuellement, ils exposent au niveau de l'école, au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger, ce magnifique espace, une très très belle calligraphie. Aujourd'hui, nous en avons tellement besoin. Ils n'ont rien à envier de ce qui se fait à l'extérieur. Ils ont été souvent primés et c'est un plaisir de les recevoir. Alors, nous avons avec nous M. Boumala. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, M. Boumala. Il sera question avec vous justement de calligraphie. Vous êtes aussi enseignant à l'École supérieure des beaux-arts, toujours dans le domaine de la calligraphie aussi. Oui, et M. Boukeriou aussi. Boukeroui. Monsieur Boukeroui qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Miniaturiste, je ne suis pas calligraphe. Alors, Monsieur Boukeroui est miniaturiste, vous êtes aussi enseignant à l'École supérieure des Beaux-Arts. Oui, c'est juste. Alors, on commencera avec vous, Monsieur Boukeroui, donc votre travail, donc la miniature. Hein, fait partie de notre identité en pensant aux Racim, aux frères Racim également, au travail qui se fait aussi, qui se fait encore chez nous. Vous-même, M. Boukeroui, vous êtes donc dans ce monde de la miniature, dans ce monde aussi de la calligraphie aussi, mais à votre façon. À votre façon. Vous avez quitté l'Algérie pendant quelques années, hein, une bonne. J'ai quitté presque pendant 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans de vie. Vous étiez aux États-Unis d'Amérique. Oui, j'ai été aux États-Unis. Où ça exactement? Enfin, j'étais en Virginie, mais bon, j'ai fait mon magistère à l'université de Boston. De Boston, voilà. Et donc, toujours autour de la miniature? Non, c'est l'enseignement artistique. D'accord. Et c'est-à-dire l'enseignement artistique, c'était sur quoi exactement? Ça veut dire l'importance d'avoir l'enseignement artistique dès le jeune âge, c'est-à-dire dès l'école et le lycée. Déjà, quand on arrive au lycée, déjà l'élève domine la scène artistique. Oui, oui. C'est un domaine qui n'est pas très développé chez nous, mais là-bas, c'est très important. Oui. Voilà. La présence de l'art et de la culture. Oui. Ce que je voulais dire, Linda, c'est merci de nous avoir invités. C'est très gentil. Et Selmek à vous aussi. Et aussi, j'ai une pensée pour nos amis palestiniens qui combattent quand même deux pandémies. L'une, c'est le Covid, l'autre, c'est le sionisme. Oui. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Oui. Bon, quant à mon itinéraire, j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai étudié sur les Beaux-Arts entre 68 et 75. 75, Monsieur Yelles, oui, on va le voir dans un des reportages d'ailleurs, monsieur, on va le voir dans un des reportages. Oui. Et il a poussé, j'ai eu une bourse en miniature et je suis parti en Iran. J'ai fait l'université iranienne à Téhéran. J'ai terminé, je suis revenu aux Beaux-Arts, j'ai encore enseigné aux Beaux-Arts. Et c'est je ne sais pas comment on dit. Et ça, c'est des timbres. On vient de voir des timbres, c'est ça? C'est de vous, monsieur? Oui, j'ai fait beaucoup de timbres. D'accord. Dès 75 on peut revenir sur les timbres, s'il vous plaît? Oui. Dès 75, merci beaucoup. J'ai fait déjà des timbres. Ça, c'est presque l'avant-dernier. Oui. C'est le Quds. Oui, justement. Justement, exactement. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de nos frères palestiniens qui souffrent de Covid. L'un, c'est naturel, l'autre, c'est sioniste. Donc, j'ai fait beaucoup de miniatures, beaucoup d'expositions. Je suis en train d'inculquer, je suis revenu pour inculquer le métier aux jeunes étudiants que je trouve formidable. J'ai des étudiants extraordinaires. Il y a justement cette année, on me dit il y a quelques années déjà qu'il y a des étudiants formidables au niveau de l'école des Beaux-Arts actuellement. J'ai des étudiants, vous ne pouvez pas imaginer, la plupart, presque 80% maintenant, ils connaissent l'anglais. Ils me parlent en anglais. On se parle en anglais. Oui, c'est extraordinaire.
Et puis, ils sont d'une intelligence vraiment très, très poussée. Oui. Ils font des recherches déjà, ils sont déjà sur le chemin. J'espère qu'on va vraiment renforcer l'école de l'art algérien. Oui. Voilà. Alors, de retour aussi avec vous, M. Boumala. Vous, par contre, vous êtes au niveau du musée des Beaux-Arts et c'est la calligraphie. Oui. Hein, la calligraphie par excellence. C'est-à-dire que le Khat al-Koufi aussi, vous avez exposé pas mal d'œuvres liées à Khat al-Koufi. C'est-à-dire, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais Oui. c'est-à-dire je touche un peu à tous les styles de la calligraphie arabe. Oui. Bon, peut-être j'ai 3 tableaux, 4 tableaux. Au niveau de en l'exposition, oui. Oui, donc Alors c'est j'invite tout. nos amis, ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont sur Alger, d'aller voir cette belle exposition qui se déroule actuellement au niveau du musée des Beaux-Arts. Demain, il va y avoir une conférence, n'est-ce Oui, pas? sur le patrimoine. Sur le patrimoine. Ce sera à quelle heure? À 10 heures. À 10 heures du matin, au niveau toujours du musée des Toujours du Beaux-Arts, musée des Beaux-Arts. avec M. Azoug. Oui, C'est Abdelkrim. Abdelkrim Azoug, Donc, qui sera aussi donc parmi nous, on l'espère, pour cette belle conférence. Et profitez de la belle exposition. Vous êtes donc, je disais, vous êtes aussi, vous intéressez beaucoup à Khat al-Koufi, vous travaillez beaucoup. Oui, Dans je- cette je expo, fais beaucoup- Je fais beaucoup de recherches. C'est ça. Beaucoup plus la recherche sur le plan graphisme. Oui. Beaucoup plus. Je vais vers le graphisme, Oui. c'est-à-dire le Koufi Akaro, mais travailler avec le graphisme. Oui. C'est-à-dire que le texte existe, mais on ne le voit pas, on le sent, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que le graphisme c'est qui très domine. artistique. Oui, c'est C'est vous. oui, ça c'est le style Inna Allahu perse. jamil wa yuhibbul jamal. Ouais, Ah, c'est le c'est- farce. ah, oui. خط نستعليق. Oui. Oui. C'est très beau. Magnifique. Comme moi aussi, j'ai fait les Beaux-Arts dans les années 68 jusqu'à 74. J'ai fait l'Égypte, l'école de calligraphie d'Égypte pendant 4 ans. Vous avez été primé aussi en Égypte. Oui, j'étais major de promotion à l'échelle égyptienne. Oui, Bravo. je suis le seul. Oui, à l'échelle égyptienne. Et puis, je suis rentré en Algérie. J'ai travaillé à la présidence de la République. Oui. Puis j'ai quitté, j'ai été à l'enseignement depuis 85 à ce jour. Je suis Et enseignant ça, c'est aux votre Beaux-Arts. travail, hein, Monsieur Oui, ça c'est Boumala. mon travail. Oui, on le reconnaît. Oui, c'est. On le reconnaît. Oui, oui. Donc voilà mon parcours en quelques mots. Et est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont un engouement pour la calligraphie? Énormément. Et on a beaucoup de calligraphes autodidactes, ça c'est vrai, Oui. il faut le dire, autodidactes, mais on a beaucoup qui sont vraiment... On a quelques-uns, disons 5, 6 à l'échelle internationale. Ça c'est... Oui, ils sont primés à l'échelle internationale. Oui. Mais malheureusement, ça reste toujours autodidacte, c'est-à-dire un calligraphe doit travailler avant tout, Oui, oui. doit vivre De son art. de son art, c'est pas Oui. le cas. Oui, oui. Très difficile, Oui. c'est pas, il faut être honnête, c'est Oui, pas oui, le cas. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diplôme pour être à l'enseignement, pour enseigner la calligraphie dans des écoles d'art. Donc automatiquement, ils ne peuvent pas vivre de l'art. Ça, c'est... Alors, nous allons voir aussi les œuvres de Monsieur Boukaroui, qui est parmi nous. Découvrir ses œuvres également. Nous avons vu les timbres. Nous allons voir encore son travail, qui est très particulier aussi. C'est un peu particulier. Mon travail, il est dérivé de mes expériences et mes blessures. C'est ça, tout à fait. En partant, vous êtes exilé, ce n'est pas votre culture, ce n'est Oui. pas votre langue. Oui, Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Il et faut tout ça. vous adapter. Heureusement que je suis un artiste et je m'exprime. C'est-à-dire, tout ce que je ressens, il est sur la toile. Voilà. Et donc, il est dérivé carrément de mes blessures. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de mouvements dans Oui. mon travail. Et beaucoup, aussi, je suis porté sur l'éducation. Parce que Oui. quand j'ai fait mon magistère, je l'ai fait dans l'éducation de l'art, j'ai découvert que l'éducation, c'est la clé pour former sûr. une génération Absolument. parfaite. Nous voyons cette œuvre, justement. Voilà, ça c'est une vieille œuvre qui date Magnifique. de 80, c'est le bouquet.
Le bouquet classique. Hein. Voilà, le bouquet classique qui nous fait rappeler vraiment les miniatures des frères Racine. J'ai commencé aussi, voilà, j'ai commencé. Les Temmem aussi, j'ai étudié avec Temmem. Temmem, oui, c'était mon prof. Oui. Donc ça, c'est un... Mais là, maintenant, vous avez évolué. Vous êtes passé à autre chose. On ne va pas dire que vous avez évolué, mais vous êtes passé à autre chose. On ne peut pas rester figé. Un artiste est appelé quand même à créer. Il est appelé à regarder l'avenir, tout en disant, en respectant son passé, ne pas oublier son passé. C'est clair. Mais il faut toujours regarder vers l'avenir. Et j'ai toujours conseillé à mes étudiants de lire et de lire. Parce que la lecture, il ouvre l'esprit. Et automatiquement, quand il lit, il va créer. Et l'art, c'est basé sur la création. Et l'imaginaire aussi. Voilà. L'imaginaire. Voilà, l'art est basé sur la création et l'imagination. Tout à fait. La lecture va stimuler son imagination. Et pour laisser vraiment son empreinte, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il lit, il faut apprendre à la lecture, il faut lire, il faut découvrir. Il faut travailler. Ça. Ouais, voilà, ça, c'est des anciennes œuvres. Oui. Je ne sais pas si on va voir un peu le... Oui, l'œuvre... la touche iranienne. La touche... perse. Voilà, celle-là. Ça, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis. Oui. J'ai senti avec comment on dit le wahsh ou le voilà, le ghurba surtout et le déchirement. J'ai fait ça, je l'ai appelé la mort de l'artiste. C'était 1995. Ah oui, et puis en pleine décennie ici à Alger, c'était aussi un moment. Vous voyez vraiment mon portrait avec mes enfants, ma femme. On est tous là-bas. C'est la mort de l'artiste. Oui, parce que pour moi, laisser sa culture et laisser sa, je ne sais pas, l'exil. Voilà, ses parents, c'est vraiment, c'est très difficile. Celui qui n'a pas l'imajjarrab, c'est vraiment... Ça. Voilà. C'est vrai. Donc, tout, comme je l'ai dit avant, tout mon art, il est dérivé de mes blessures. Et d'ailleurs, tous les... Que des blessures et pas des joies? Est-ce que la joie ne nous inspire pas? Est-ce qu'on peut pas être inspiré? Absolument, ça dépend. Par exemple, quand je suis arrivé, j'avais un entourage quand même favorable pour l'art. J'ai fait une œuvre qui s'appelait je ne sais pas si on va la voir, mais elle s'appelait Dans mon atelier. Oui. Vous voyez vraiment la joie, l'extase, quelques... comment on appelle ça, les anges autour de moi et tout ça, je suis vraiment dans un état extraordinaire, dans mon atelier. Quand je suis dans mon atelier, c'est un ange qui flotte. Mais après un certain temps, j'ai senti un petit peu la lourdeur et de l'exil. C'est très difficile. Alors on va justement, pour parler d'art et notamment, on va revenir sur le travail, donc le portrait de l'artiste peintre Choukri Mesli. Mesli Choukri. Voilà, en hommage aussi. Donc, c'est notre collègue Samira Hadj Amar qui a fait cet entretien. On va le découvrir ensemble. Sur les murs de la cité, dans les rues de la ville, c'est parfois l'histoire d'un parcours, d'une vie et de toute une nation qui s'inscrit. Face à cette fresque, celle du square Sophia, c'est une explosion d'émotions, des milliers de vibrations qui saisissent l'âme et l'esprit. L'artiste, Choukri Mesli, l'un des pères fondateurs de la peinture contemporaine algérienne. Mesli est né en 1931 à Tlemcen, dans une famille de nationalistes. À Alger, il s'y installe en 1948 et 2 ans plus tard, il fonde avec ses copains, Kateb Yassine, Mohamed Issiakham et Albert Camus, la revue Soleil et le groupe 51. En 1954, il est étudiant à l'école des Beaux-Arts de Paris. En 1960, il devient le premier étudiant à recevoir le diplôme supérieur des arts plastiques à Paris. C'est moi-même qui a bifurqué vers la peinture, sans le dire à mes parents.
Une fois, mon père est venu se renseigner à l'école de Beaux-Arts. Il lui dit, il travaille très bien. Oui, mais j'étais pas en archi, mais en peinture. Et alors, il a dit, tu veux ça? J'ai dit oui. Il m'a fait... Il n'a rien dit. Élève du maître de la miniature, Rassim, à l'école des Beaux-Arts, il y enseignera aux côtés de Ali Khouja à partir de 1962. Et en 1963, il fonde, avec d'autres artistes, l'UNAP, l'Union nationale des arts plastiques. Avec Redden, Feraoun, Baya, Martinez et d'autres encore, il fonde le groupe Auchem, ou la peinture du cygne, expression créée par Jean Sénac. Touchant, bouleversant, renversant, révolutionnaire, algérien, profondément africain, libre, surtout libre de toute entrave. Voilà ce qui a été et ce qu'est Choukri Mesli, une personnalité à part dans l'histoire de l'art algérien. Très beau reportage. Un très beau reportage. Très beau reportage. Vraiment bravo à Samira Hadjamar. C'est vraiment un très beau reportage en hommage à Mesli, regretté Mesli. C'était votre enseignant aussi. Oui, il a été votre professeur de peinture. Oui. De peinture, oui. Oui. Il était comment? Personnalité Il était, comme je l'ai déjà écrit, très dur. Quand je lui ai rendu un hommage au journal L'Expression, il était vif du regard et très direct. Très direct. Très direct. Il n'a pas peur de parler, de vous dire que vous n'avez rien fait. Il était exigeant. Il était exigeant. Vraiment, et il n'a fait que ça toute sa vie, pratiquement. Donc, c'est l'artiste complet. Oui. C'est l'artiste complet. Je lui tire chapeau. Un enseignant artiste. Il mérite tout l'hommage qu'on peut. Ça fait à peu près 3 ans que Mesli nous a quittés ou un peu plus? Un peu plus. Oui, c'est vrai quand même. Hein, ça fait je crois ça fait au moins 5 ans. 5 ans. Je n'ai pas la date que Mesli nous a quittés. En 2017. En 2017. Voilà, donc ça fait 4 ans. 4 ans. Voilà, 4 ans que Mesli nous a quittés. Il y avait aussi une très belle exposition avec son fils qui était venu au niveau de Dar Abdeltif. Il avait créé une installation et c'était un moment très fort. Son fils était à l'école des Beaux-Arts, étudiant à l'école des Beaux-Arts. Il était, maintenant il est à l'étranger, il avait été venu aussi. Donc aujourd'hui, vous-même qui exposez, on revient sur la calligraphie, on revient sur la miniature, on essaye aussi de donner, de mettre en avant ce travail, ce patrimoine que nous avons, qui fait partie de notre tradition, de notre religion, de notre identité, n'est-ce pas? C'est l'identité algérienne, maghrébine, musulmane, qui revient à chaque fois. Donc c'est une écriture sacrée. Oui. Bon, c'est-à-dire l'écriture sacrée, moi je dirais que la calligraphie, c'est vrai que c'est une écriture sacrée, mais c'est un art complet, c'est un art abstrait. En dehors du contenu, c'est un art abstrait. C'est-à-dire, je ne peux pas le canaliser que les sacrés, parce qu'on écrit le Coran avec et tout. Moi, je le vois, ça, il y a ce côté-là, mais je le vois aussi comme une véritable création artistique. Une véritable création, une véritable art abstrait à part entière. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de calligraphes dans le monde font de la calligraphie, comme par exemple au Japon, en Chine. Le travail de la calligraphie se fait beaucoup actuellement. C'est vrai que notre calligraphie arabe, elle est dérivée du Coran. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons de très grands artistes qui s'expriment avec. Avec la Vous allez à l'ONU, vous allez trouver des calligraphes, des peintures de calligraphes persans, iraniens, qui font 4-5 mètres de longueur. Et c'est des créations incroyables. Oui. Donc, avec la calligraphie aujourd'hui, on peut vraiment s'exprimer, faire de l'art complet. On peut faire des sculptures, des reliefs. C'est un art complet. C'est un art complet. Des reliefs. Il y a même quelques architectes, ils l'intègrent même dans l'architecture. Oui. Tout à fait. Donc c'est un art complet aujourd'hui. Il a évolué. Oui. Et la miniature aussi, comme Rassim, vous savez qu'il a souffert pour s'affirmer. Il a été traité d'indigène, il a été traité de subalterne, il a été...
Mais il s'est imposé avec son travail. Avec son travail. Oui. Et il a fondé pratiquement une école. Et on ne veut pas laisser partir ça. Il faut continuer. Oui. Il faut continuer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester à son niveau. Non. Il faut la faire évoluer. À l'universel. C'est très, très important. Avec la touche toujours. Tout à fait. Et en ce mois du patrimoine, justement, nous allons avoir une visite aux ruines de Guelma, de Tbilissi, et c'est notre collègue Mejda Benkassi qui a fait ce reportage, une visite aux ruines de Guelma, Tbilissi plus particulièrement, avec notre collègue Mejda Benkassi. Tbilissi, la ville numide, et surtout plus de 2000 ans d'histoire. Cette ville antique est presque oubliée. Tbilissi a connu une grande présence romaine, puis byzantine. Elle a été longtemps rattachée à la ville de Sirta, l'ancienne Constantine, avant de devenir une municipalité. هذا التنوع من التطور الزراعي جعلها منطقة فلاحية باهتمام. Cette municipalité antique est à vocation agricole. Tbilissi est un petit village numide qui date de l'an 46 avant l'ère chrétienne et avant la colonisation romaine. Ensuite, elle accède au rang de municipalité vers l'an 315, dépendant de la ville de Sirte. Sa découverte remonte à l'année 1725 par le docteur Jean-André Passionnel. Une cité millénaire qui a pourtant besoin de plus d'attention et de prise en charge pour en faire une destination touristique. Nous nous sommes rapprochés du premier responsable de la commune où se trouve le site archéologique et voici sa réponse. Nous sommes dans une commune rurale pauvre dont les ressources sont très dérisoires. Et pour promouvoir le tourisme et la culture, nous essayons de coordonner avec les responsables de ces deux secteurs. Nous avons même demandé une aide pour restaurer le site. Une enveloppe de 11 à 12 milliards de centimes a été accordée depuis 2011 ou 2012 par les walis qui se sont succédés. Mais nous attendons toujours. Nous n'avons reçu qu'une partie qui est de l'ordre de 300 millions de centimes. Une cité archéologique avec toute une organisation architecturale, à commencer par son forum. Cette cité a connu trois grandes périodes, une numide, une autre romaine et ensuite la période byzantine. L'époque byzantine a vu la construction de deux églises et une citadelle, une église au sud et l'autre au nord, en plus d'un bassin pour la béatification des prêtres. Il y a aussi l'arc de triomphe ainsi que deux portes, dont une à deux baies, c'est-à-dire à deux arcs, une entrée et une sortie. Elle demeure la seule en Afrique du Nord. Et puis nous avons ici le boulevard central autour duquel est construite la cité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour faire connaître ces vestiges de l'Algérie ancienne, de l'Algérie antique. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui et voilà le défi à relever pour les autorités en charge de la culture et de l'histoire de l'Algérie. Merci pour ce beau reportage, Mejda Benkassi, notre cher collègue. On a découvert Tbilissi, une très belle région, dans la région notamment de la wilaya de Guelma. Il y a aussi des régions pareilles à travers tout le territoire national. Si on visite Tébessa, Soukahras et tant d'autres, Khanchla, Batna, enfin, partout. Voilà, partout. Ce sont des musées à ciel ouvert. Oui. Ce sont des musées à ciel ouvert. On revient à vous et cette exposition qui se déroule au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger, qui se trouve au plein centre d'Alger. Un musée magnifique, un espace magnifique, très très belle, ouvert. Ouais. Et dans cette exposition, vous rendez aussi hommage à une personnalité. C'est un calligraphe, c'est M. Chérifi. C'est M. Chérifi. Bon, oui. Lui, il a fait l'école des Beaux-Arts d'Égypte, il a fait l'école de calligraphie d'Égypte aussi. Oui. Je crois que c'est le deuxième enseignant après l'indépendance. C'est le doyen. On lui a rendu, il est toujours là. Très bien. Bon, il est un peu âgé. Oui, bien sûr. On lui rend hommage, oui. C'est notre calligraphe, notre enseignant. Il a enseigné toutes les générations à l'école des Beaux-Arts depuis 1964 jusqu'à il y a 3 ans, il est parti en retraite. Oui. Donc c'est toute une génération et génération.
pendant plus de 40 ans. Oui, depuis 64, il y a 3 ans qu'il a pris sa retraite. Avant lui, il y avait... Oui, avant lui, il y avait... Hakkar qui a enseigné pendant une année, juste une année après l'indépendance. Lui a pris la relève depuis 64 jusqu'à il y a 3 ans de ça. Oui. Voilà, donc on lui rend hommage. La majorité des calligraphes, des miniaturistes de l'école des beaux-arts sont passés par lui, dans le domaine de la calligraphie, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, donc, en matière de miniature, on le disait tout à l'heure, il y a aussi matière. Nous avons un nombre important de jeunes aussi qui s'intéressent énormément à la miniature. L'enluminure aussi. Oui. Il y a tout un défi à relever. Il y a tout un défi. Comme on vient de voir le reportage sur, sur Tbilis. Oui. Il y a des défis à relever. Dans le domaine de miniature, dans le domaine de l'enluminure, de la calligraphie, de la mosaïque, de la céramique, la décoration sur bois, tout ça, il ne faut pas les laisser s'enliser dans on est en train justement de tout faire aux Beaux-Arts pour que ces matières existent et elles vont se développer. C'est ça l'objectif. Il faut les développer. Et c'était assez important pour vous aujourd'hui de préparer une relève. La relève est prête. Exactement. On a eu de la chance aujourd'hui quand même. On a de la chance parce qu'on a beaucoup de jeunes très intelligents qui s'intéressent. Qui s'intéressent vraiment à se spécialiser dans le domaine, à le développer. On est en train de leur inculquer, pas le métier, mais de leur inculquer quand même un certain savoir. Pour qu'eux-mêmes, ils... L'amour aussi de ce... Parce que plus tard, c'est un métier, il faut avoir de la patience, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. On a constaté que les expositions comme celle-là, comme celle qu'on vient de faire au musée, ça sert de stimulant pour les étudiants. Quand il arrive, il regarde et tout ça, il est vraiment bouche bée, donc il s'intéresse. Et puis quand on entend, il y a des conférences qui se font et des personnalités qui ont tout un parcours, des vies, des expériences à l'international, ils décrochent des prix, ils font des merveilles, ils sont sollicités. Et ça aussi, c'est quand même très important. Mais c'est insuffisant. Ça fait rêver, mais c'est insuffisant. Bien sûr. Vous avez mis en exergue le reportage de Tbilis, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on veut voir tous les jours. Voilà. Pour dire aux jeunes que nous avons toute la matière qu'il faut. Et ça, c'est vraiment il faut la développer, il faut la mettre sur les rails aussi. Vous disiez tout à l'heure que la calligraphie, c'est aussi une expression artistique. Absolument. Voilà, ce n'est pas qu'une écriture, non, ce n'est pas mais c'est une expression artistique qui aujourd'hui a pris une ampleur, elle a explosé. Elle a explosé. Parce que beaucoup de cultures et de continents revendiquent la calligraphie aujourd'hui. C'est même à l'UNESCO. Oui, à l'UNESCO, ils vont la classer comme patrimoine immatériel. Il y a un projet qui a été déposé. Bon, ça n'a pas encore été fait, mais ça a été déposé. C'est-à-dire, la calligraphie, en dehors du... C'est-à-dire, c'est un art. C'est un autre monde, c'est une autre philosophie. Elle a pris son envol. Elle a pris pris son envol, voilà. Donc ça aussi, c'est important. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, messieurs, monsieur Boukaroui et monsieur Boumala. C'était un plaisir. Vous êtes enseignant à l'École supérieure des beaux-arts. Et aussi, ils exposent aujourd'hui, leurs œuvres artistiques sont au niveau, c'est des pures merveilles. Vraiment, je vous invite à aller faire un saut au niveau du Musée des Beaux-Arts d'Alger. Vous y êtes jusqu'à la fin du mois de mai. Jusqu'au 28 mai. Demain à 10 h, il y a une conférence aussi qui est liée au patrimoine, à l'occasion du mois du patrimoine. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Je vous dis, mes amis, merci à vous. Merci pour l'invitation. Et on se donne rendez-vous donc dimanche prochain. Hala ouna fil Jazair et à bientôt.